Une tempête aveuglante, un enfant disparu et un étranger tenant entre ses mains la seule preuve de son existence. Cette histoire vous emmènera au cœur d'une nature sauvage et glaciale, là où les apparences sont trompeuses et où la survie ne tient qu'à un fil de confiance tissé au-dessus d'un abîme de différence. Élise Gauthier pressa son nourrisson contre sa poitrine alors que le vent hurlait comme une bête affamée autour de leur modeste cabane, perdue dans les vastes forêts du Nord. L'hiver de 1887 s'avérait particulièrement cruel, les blizzards s'acharnant sans répit sur les colonies frontalières. Son mari, Julien, était parti 3 jours plus tôt chercher des vivres au village le plus proche, promettant de revenir avant que le cœur de la tempête ne frappe. « Tout va bien, Léo », chuchota-t-elle à son fils de 6 mois qui s'agitait. « Ton père sera bientôt là. » La charpente de bois craqua sous la force des rafales. Élise s'approcha de l'unique fenêtre, grattant le givre pour tenter de percer l'obscurité blanche et tourbillonnante. Rien que la neige, à perte de vue. Leur foyer était isolé, bâti à la lisière des terres sauvages, bien plus près du territoire des peuples autochtones que la plupart des colons n'osaient s'aventurer. Des claquements secs déchirèrent l'air. Élise sursauta alors qu'une lourde branche s'écrasait contre le flanc de la maison. Léo se mit à pleurer. « Chut, chut !» apaisa-t-elle en le berçant doucement. « Ce n'est que l'orage. » Mais à mesure que la nuit tombait et que le mercure chutait, l'angoisse d'Élise se muait en terreur sourde. Le feu dans l'âtre agonisait et la réserve de bois s'amenuisait dangereusement. Julien aurait dû être rentré depuis longtemps. Elle enveloppa Léo dans sa couverture spéciale, une pièce magnifique faite à la main, ornée de motifs complexes que la mère de Julien avait tissés avant de s'éteindre. C'était leur bien le plus précieux, une laine bleu nuit, douce et épaisse, avec des étoiles blanches minutieusement brodées à chaque coin. « Il nous faut du bois, dit-elle à Léo, comme si le nourrisson pouvait comprendre. « Je sors juste 1 minute, le tas de bûches est près de la porte. » Élise déposa l'enfant dans son berceau près des dernières braises et serra son châle autour de ses épaules. Prenant une profonde inspiration, elle ouvrit la porte et fut immédiatement assaillie par le froid mordant. La neige était plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé, lui arrivant presque aux genoux. Elle avança péniblement vers le bûcher, rassemblant autant de bois qu'elle pouvait emporter. Soudain, le vent redoubla de violence, arrachant le châle de son corps. Élise pivota pour le rattraper, perdit l'équilibre et tomba lourdement dans la poudreuse. Le temps qu'elle retrouve son équilibre et ramasse le bois éparpillé, ses mains étaient engourdies par le gel. Elle trébucha vers la cabane, poussant la porte contre la résistance du vent. Le courant d'air glacial qui s'engouffra avec elle éteignit définitivement le feu, plongeant la pièce dans l'obscurité. « Non, non, non !» Élise se précipita pour rallumer le foyer, ses doigts gelés maladroits avec les allumettes. Il lui fallut 3 tentatives avant que le petit bois ne prenne. Alors que les flammes grandissaient lentement, projetant une lumière vacillante dans la cabane, Élise se tourna pour vérifier son fils. Le berceau était vide. « Léo ?» Sa voix se brisa, la panique montant en elle comme une marée noire. Elle regarda sous le berceau, derrière, tomba à genoux pour vérifier sous le lit. « Léo !» La porte de la cabane était entr'ouverte, battant doucement au gré du vent. Avec une horreur grandissante, Élise comprit. La puissante rafale n'avait pas seulement éteint le feu, elle avait, d'une manière ou d'une autre, soufflé la porte et emporté son bébé hors de son berceau. Elle courut dehors, hurlant son nom dans la tempête hurlante. La neige tombait si fort qu'elle voyait à peine à 1 mètre devant elle. « Léo, mon bébé, Léo !» Élise chercha frénétiquement autour de la cabane, creusant les congères à main nue, le froid oublié depuis longtemps, remplacé par une terreur absolue. Les heures passèrent alors qu'elle élargissait ses cercles de recherche, appelant jusqu'à ce que sa voix s'éteigne. À l'aube, la tempête commença à s'apaiser. Élise se tenait dans la neige, ses vêtements gelés collés à son corps, le visage strié de larmes transformé en glace. Il n'y avait aucune trace de son fils. Alors que la lumière du matin se renforçait, révélant le vaste paysage immaculé, Élise aperçut un mouvement au loin. Une silhouette à cheval approchait lentement. « Julien » murmura-t-elle, une lueur d'espoir s'allumant brièvement. Mais à mesure que le cavalier approchait, elle réalisa que ce n'était pas son mari. C'était un homme autochtone, emmitouflé contre le froid, menant un 2e cheval derrière lui. Il s'arrêta à quelques mètres, l'observant avec prudence. « S'il vous plaît, » appela Élise, la voix brisée. « Mon bébé, avez-vous vu mon bébé ?»
L'homme garda le silence un long moment, puis se tourna pour faire un geste derrière lui. Une femme émergea de la lisière des arbres, marchant avec précaution dans la neige profonde. Dans ses bras, elle portait un petit paquet. Le cœur d'Élise s'arrêta. La femme portait une petite fille, âgée peut-être de 3 ou 4 ans, aux cheveux noirs et au regard grave. Et serrée dans les mains de l'enfant, se trouvait la couverture de Léo. La laine bleue aux étoiles blanches, inconfondable, même à distance. La couverture de mon fils, souffla Élise en titubant vers eux. Où l'avez-vous trouvé? Où est mon bébé? La femme s'approcha avec méfiance, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Élise. La fillette dans ses bras enfouit son visage dans l'épaule de la femme, serrant toujours le tissu bleu. « Je vous en supplie, » implora Élise. « C'est la couverture de mon fils. Où est-il » L'homme mit pied à terre et s'adressa à Élise dans un français hésitant. « Je suis Makwa. Voici ma sœur, Awen, et sa fille, Sora. » Il désigna la femme et l'enfant. « Nous n'avons pas trouvé de bébé. Sora a seulement trouvé ceci. » Il pointa la couverture du doigt. Élise sentit ses genoux flancher. « Non, ce n'est pas possible. Il était dans son berceau. Le vent, la porte. » Elle s'effondra dans la neige, le corps secoué de sanglots incontrôlables. Awen confia la petite Sora à son frère et s'approcha d'Élise. S'agenouillant près d'elle, elle posa une main douce sur son épaule et parla doucement dans sa langue natale. Makwa traduisit. « Ma sœur dit que vous gelez. Vous allez mourir ici. Venez avec nous. » « Je ne peux pas partir, » protesta faiblement Élise. « Mon fils, mon mari va revenir. » « La tempête revient, » dit Makwa en pointant les nuages sombres à l'horizon. « Nous avons trouvé des traces non loin d'ici, des hommes à cheval, pas de votre peuple, des hommes dangereux. » Élise releva brusquement la tête. La région était connue pour ses bandits et ses maraudeurs qui profitaient de l'isolement des fermes. « Quel genre de traces ?» demanda-t-elle. « 6 chevaux, des hommes lourdement armés. Ils sont passés durant la nuit. » Une nouvelle peur saisit le cœur d'Élise. Si des hors-la-loi rôdaient pendant la tempête, aurait-il pu prendre son fils? Makwa échangea un regard avec sa sœur avant de répondre. « Nous ne savons pas, mais vous ne pouvez pas rester seule ici. » Élise regarda sa cabane, puis la couverture dans les mains de la petite fille. Sora l'observait avec de grands yeux curieux. « Où l'avez-vous trouvé ?» demanda Élise directement à l'enfant, bien qu'elle sache que la petite ne pouvait la comprendre. Makwa traduisit la question. Sora répondit d'une petite voix en pointant vers l'est. « Elle l'a trouvée accrochée dans des buissons, » expliqua Makwa, « près du gué de la rivière. Nous avons cherché, mais n'avons rien trouvé d'autre. » Élise ferma les yeux, essayant de réfléchir malgré l'épuisement et le chagrin. La rivière était à près de 2 kilomètres de la cabane. Comment la couverture de Léo avait-elle pu voyager si loin? À moins que quelqu'un ne l'ait transportée. Et lui avec. « Mon mari, dit-elle soudainement, il va revenir et me trouver partie. »« Nous laisserons un signe, assura Makwa. S'il s'est pisté, il trouvera. » Élise regarda de nouveau les nuages menaçants. Elle n'avait pas le choix. Elle ne pouvait continuer à chercher seule. Et si des bandits étaient dans les parages, rester à la cabane était suicidaire. « Laissez-moi rassembler quelques affaires, dit-elle en se levant difficilement. À l'intérieur, Élise bougea comme dans un rêve, rassemblant quelques objets. Une photographie de Julien, des vêtements de rechange, le petit hochet en bois que Léo adorait. Chaque objet envoyait une nouvelle vague de douleur à travers elle. Lorsqu'elle prit le petit manteau de Léo, elle le porta à son visage, inspirant son odeur, et s'autorisa un dernier moment de larmes sans retenue. Lorsqu'elle ressortit, Awen attendait. La femme prit le paquet d'Élise et l'attacha au second cheval. Puis, avec une force surprenante, elle aida Élise à monter en selle. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Sora s'approcha du cheval, tenant toujours la couverture. Elle la tendit vers Élise avec un regard grave. « Non, » dit doucement Élise, « garde-la en sécurité pour l'instant. » Makwa grava des symboles sur un poteau près de la porte, un message pour Julien s'il revenait. Puis ils se mirent en route vers l'est, en direction du campement d'hiver. Tandis qu'ils chevauchaient, Élise scrutait le paysage, désespérée de trouver le moindre signe de son fils. Le froid avait engourdi son corps, mais rien ne pouvait anesthésier la douleur dans son cœur. « C'est encore loin ?» demanda-t-elle à Makwa, après plusieurs heures de route, peu avant la tombée de la nuit. « Notre peuple reste caché des soldats, dans une vallée protégée des tempêtes, » répondit-il. Élise hocha la tête.
Les relations entre les colons et les peuples autochtones étaient complexes, souvent hostiles, mais il y avait eu des périodes de paix. Elle savait qu'en acceptant leur aide, elle plaçait sa confiance en des gens que beaucoup de ses voisins considéraient comme des ennemis. Comme s'il lisait ses pensées, Makwa parla de nouveau. « Pourquoi vivez-vous seul, si près de nos terres ?»« Mon mari, il croit en la paix entre nos peuples, » expliqua Élise. « Il a déjà commercé loyalement avec vous. Il disait que la terre l'appelait et que de bons voisins font des communautés fortes. » Makwa réfléchit à ces paroles. « Votre mari a de la sagesse, pas comme les autres. » Ils continuèrent en silence jusqu'à atteindre un passage étroit entre deux collines rocheuses. Élise remarqua qu'Awen se tendait, ses yeux scrutant les crêtes au-dessus d'eux. « Qu'y a-t-il » demanda Élise. « Ici, parfois, les mauvais hommes guettent, » expliqua Makwa à voix basse. « Restez près de moi. » Ils s'engagèrent avec précaution dans le défilé rocheux. Élise se sentait exposée, imaginant des regards invisibles braqués sur eux depuis des crêtes déchiquetées. Alors qu'ils approchaient de la sortie du canyon, un bruit sec déchira l'air. Le claquement d'un coup de feu, suivi du sifflement aigu d'une balle ricochant sur la pierre à quelques centimètres d'eux. « Galopez !» hurla Makwa en éprenant sa monture. Élise s'agrippa à la crinière de son cheval alors que celui-ci bondissait à la suite des autres. D'autres détonations résonnèrent, leurs échos amplifiés par les parois de pierre. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et vit plusieurs silhouettes à cheval surgir d'une gorge latérale, lancées à leur poursuite. « Ce sont les hommes que vous avez vus » cria-t-elle à l'attention de Makwa. « Oui, ils suivent nos traces. » Ils débouchèrent du défilé sur une plaine ouverte, fonçant vers une épaisse forêt de conifères au loin. Le cheval d'Élise peinait à suivre le rythme, alourdi par une cavalière peu habituée à une telle allure. Un cri s'éleva derrière eux. Les poursuivants gagnaient du terrain. Soudain, la monture d'Élise fit un écart, manquant de la désarçonner. Alors qu'elle luttait pour rester en selle, quelque chose accrocha son regard. Un éclat bleu-azur parmi les rochers, sur leur droite. Un bleu identique à celui de la couverture de Léo. « Attendez !» hurla-t-elle en tirant désespérément sur les rênes. « J'ai vu quelque chose, je dois m'arrêter !» Makwa fit volte-face, saisit la bride du cheval d'Élise et la tira vers l'avant avec force. « Pas le temps !» cria-t-il. « Ils arrivent !» Élise se tordit sur sa selle, s'efforçant de repérer l'endroit, mais il disparut derrière eux alors qu'ils s'engouffraient sous le couvert des arbres, le bruit de la cavalcade ennemie se rapprochant dangereusement. La forêt offrait un abri temporaire, tandis qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans les bois. L'esprit d'Élise tournait à toute vitesse. Avait-elle vraiment vu ce tissu bleu, ou était-ce son espoir désespéré qui lui jouait des tours ? « Nous devons nous séparer », décida brusquement Makwa. « Awen, emmène-la au camp, je vais les éloigner. » Avant qu'Élise ne puisse protester, Awen avait saisi les rênes de son cheval et l'entraînait dans une direction opposée, tandis que Makwa et la petite Sora viraient brusquement à droite sans chercher à dissimuler leurs traces. « Non, attendez !» appela Élise. « Ce que j'ai vu là-bas. » « Plus tard, dit Awen dans un français laborieux. « D'abord, sécurité. » Elles chevauchèrent à vive allure pendant 1 heure encore, empruntant un sentier sinueux à travers les arbres, traversant plusieurs fois des ruisseaux pour noyer leurs pistes. Finalement, elles débouchèrent dans une vallée encaissée où la fumée de plusieurs feux montait vers le ciel du crépuscule. Le campement d'hiver était niché contre une paroi rocheuse, protégée du vent et difficilement repérable de loin. À leur approche, Élise sentit le poids des regards curieux. Les femmes interrompirent leur travail et les enfants cessèrent leur jeu pour fixer cette femme blanche qui pénétrait dans leur sanctuaire. Un homme âgé s'avança, parlant rapidement à Awen dans leur langue. Elle répondit avec respect, expliquant la situation tout en désignant Élise. « Que se passe-t-il » demanda Élise. « Mon père, dit simplement Awen, le chef, il demande pourquoi vous êtes ici. » Le vieil homme étudia Élise avec des yeux perçants avant de reprendre la parole. Awen traduisit. « Il dit que vous pouvez rester jusqu'à ce que la tempête passe. Ensuite, vous devrez retourner parmi les vôtres. » Élise hocha la tête avec gratitude. « Dites-lui merci, s'il vous plaît, et parlez-lui de mon fils, de ce que j'ai vu. » Awen leva une main pour l'interrompre. « Repose-toi d'abord, mange, ensuite nous parlons. » Élise voulut argumenter, mais elle réalisa à quel point elle était épuisée. Elle n'avait pas dormi depuis la disparition de Léo
et son corps atteignait ses limites. Elle se laissa conduire vers une petite hutte où on lui donna des couvertures chaudes et un bol de bouillon. Malgré sa fatigue, le sommeil ne vint pas facilement. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Léo. Avait-il froid, faim? Était-il seulement en vie? Et Julien, avait-il trouvé la cabane vide? Elle finit par sombrer, car elle se réveilla en sursaut, découvrant la lumière matinale filtrant par l'entrée de l'abri. Pendant un instant de félicité, elle oublia tout. Puis la réalité s'abattit de nouveau sur elle avec une lourdeur écrasante. Dehors, le camp s'activait déjà. Les femmes entretenaient les feux et préparaient la nourriture, tandis que les hommes vérifiaient leurs armes et discutaient d'un ton urgent. Élise repéra Makwa parmi eux et se précipita. « Vous êtes revenus. Ces hommes vous ont-ils suivi? Avez-vous vu autre chose près de l'endroit où j'ai cru voir du bleu ?» Makwa leva la main pour ralentir le flot de questions. « Les hommes m'ont suivi loin vers le nord. J'ai fait une boucle dans la nuit pour revenir. Ce sont des pillards dangereux. Ils volent aussi bien les colons que mon peuple. Mais ce que j'ai vu, ça aurait pu être la couverture de Léo ou quelque chose lui appartenant. J'ai regardé à mon retour. Je n'ai rien trouvé de bleu. Mais... » Il hésita. « Mais quoi ?» insista Élise. « Des traces. Un petit campement caché dans les rochers, abandonné récemment. » Le cœur d'Élise s'emballa. « Nous devons y retourner et chercher correctement. » Le chef s'approcha et échangea quelques mots avec Makwa. Leur conversation devint animée, Makwa gesticulant avec insistance, tandis que le vieil homme restait impassible. Finalement, Makwa se tourna vers Élise. « Mon père dit que c'est trop dangereux. Les pillards cherchent encore dans la zone. Nous devons attendre. »« Je ne peux pas attendre, » s'écria Élise. « Chaque instant compte. S'ils ont mon fils. Si les pillards ont votre fils, dit le chef dans un français étonnamment clair, vous précipiter ne fera que le mettre davantage en danger. » Il scruta son visage. « J'ai vu bien des hivers, femme blanche. Je sais que la patience apporte ce que la hâte détruit. » Élise voulut protester, mais elle lut une sagesse indéniable dans son regard. « Combien de temps devons-nous attendre ? » « 1 jour, décida-t-il. Mon fils enverra des éclaireurs. Si les pillards partent, alors nous chercherons. » Ce fut la journée la plus longue de la vie d'Élise. Elle fit les 100 pas dans le camp, surveillant l'horizon, sursautant au moindre bruit. Awen tenta de la distraire en lui apprenant quelques mots de leur langue et en lui montrant comment elle préparait des remèdes à partir de plantes locales. La petite Sora suivait Élise partout, serrant toujours contre elle la couverture trouvée. L'enfant semblait fasciné par les cheveux clairs d'Élise et tendait parfois la main pour les effleurer avant de se rétracter timidement. « Pourquoi garde-t-elle la couverture ?» demanda Élise à Awen. Awen eut un sourire triste. Sora a perdu sa mère et son petit frère l'été dernier. Peut-être que la couverture lui apporte du réconfort. Élise ressentit une connexion immédiate avec l'enfant. Elles partageaient toutes deux la douleur d'une perte terrible. Elle s'agenouilla devant Sora et toucha doucement le tissu bleu. « Elle est belle, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. « La mère de mon mari l'a faite pour notre fils. » Sora ne comprit pas les mots, mais elle sembla saisir l'émotion d'Élise. Elle tendit légèrement la couverture, comme pour offrir de partager sa chaleur. Au coucher du soleil, les éclaireurs revinrent avec des nouvelles. Les pillards avaient levé le camp, se dirigeant vers le sud. Ils seraient sûrs de fouiller la zone au matin. Ce soir-là, un conseil se tint. Le chef parla longuement, Makwa traduisant pour le bénéfice d'Élise. « Mon père dit que nous vous aiderons à chercher votre fils et votre mari. Mais si nous ne trouvons rien après 2 jours, vous devrez accepter ce que les esprits ont décidé. » Élise hocha la tête, bien qu'accepter la perte de Léo lui sembla impossible. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-elle. « Nos peuples ont souvent été ennemis. » Makwa traduisit sa question. Le chef répondit avec dignité, désignant les enfants du camp. Il dit « Les enfants sont sacrés pour tous les peuples. Nous ne faisons pas la guerre aux innocents. » Et Makwa marqua une pause. Il a perdu un petit-fils tué par des soldats l'an dernier. Il connaît votre douleur. Élise regarda autour du cercle ces gens qui avaient toutes les raisons de haïr les siens et qui pourtant risquaient leur sécurité pour l'aider. Elle inclina la tête avec gratitude. « Merci, je n'oublierai jamais cette bonté. » Alors que le conseil se dispersait,
Awen s'approcha, un objet dans les mains. « L'enfant veut vous donner ceci, dit-elle. » Sora tendit un petit objet, un cheval de bois, sculpté grossièrement mais avec un soin évident. « Son père l'a fait avant de mourir, » expliqua Awen. « Elle dit que cela vous aidera à trouver votre fils. » Élise accepta le présent avec des mains tremblantes. « Merci, Sora, » chuchota-t-elle, les larmes aux yeux. Cette nuit-là, allongée dans la hutte, Élise serra le cheval de bois contre elle et pria plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait. Demain la réunirait avec Léo ou confirmerait ses pires craintes. Dehors, le vent portait le hurlement lointain des loups à travers la vallée. Élise frissonna, non pas de froid, mais de la terrible incertitude de ce que le jour apporterait. L'aube se leva, claire et glaciale. La tempête était passée, laissant un ciel cristallin au-dessus du paysage enneigé. Élise se tenait avec Makwa, Awen et 4 autres guerriers, se préparant pour leur recherche. « Nous retournons là où vous avez vu le bleu », expliqua Makwa en aidant Élise à monter à cheval. « Ensuite, nous suivrons les traces que j'ai trouvées. » Sora s'approcha, tenant toujours la couverture de Léo. Elle tira sur la robe d'Awen, disant quelque chose avec insistance. « Que veut-elle » demanda Élise. Awen semblait troublée. « Elle dit qu'elle doit venir. Elle dit que la couverture trouvera le bébé. » Élise jeta un coup d'œil à Makwa qui haussa les épaules. « Les enfants ont parfois une médecine puissante, mais le voyage est dangereux. »« Elle peut monter avec moi » proposa Élise, se surprenant elle-même. Elle s'était attachée à cette petite fille solennelle qui semblait comprendre sa peine. Awen hésita, puis hissa Sora sur le cheval, devant Élise. L'enfant s'installa contre elle, serrant la couverture et les rênes avec détermination. Ils quittèrent la vallée alors que le soleil montait, empruntant une route différente pour éviter toute embuscade. À la mi-journée, ils atteignirent la zone rocheuse où Élise pensait avoir aperçu l'éclat bleu. « Là !» pointa-t-elle vers un amas de rochers. Ils mirent pied à terre et les guerriers se déployèrent, examinant le sol à la recherche de signes. Makwa s'accroupit, passant ses doigts sur de faibles empreintes dans la terre gelée. « Beaucoup d'hommes ont campé ici, » confirma-t-il. « Partis il y a 2 jours, cap au sud. » Le cœur d'Élise se serra. Si les pillards étaient passés par ici avant de repartir, quel espoir restait-il de retrouver Léo? Soudain, la petite Sora se dégagea de l'emprise d'Élise et courut vers une étroite fissure entre 2 rochers massifs, serrant toujours la couverture bleue contre elle. « Sora !» appela vivement Awen, mais la fillette disparut dans la brèche. Élise se précipita à sa suite, se faufilant à travers l'ouverture exiguë. À l'intérieur se trouvait un petit espace abrité, juste assez grand pour qu'une personne puisse s'y dissimuler. Sora était à genoux, grattant frénétiquement le sol de terre battue. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Élise en s'agenouillant près d'elle. L'enfant déterra un petit objet et le brandit triomphalement. Élise haleta. C'était un hochet, le hochet de Léo, celui qu'elle pensait avoir emporté depuis la cabane. « Léo était ici » murmura-t-elle en prenant le jouet avec des mains tremblantes. « Oh mon Dieu, il était là !» Makwa se glissa dans l'espace derrière elle. Élise lui montra le hochet, les yeux fous d'espoir et de terreur. « C'est à mon fils. Les pillards doivent l'avoir. » Makwa examina la cachette avec attention. Ce n'est pas un camp de pillards, trop petit. Quelqu'un s'est caché ici. Avant qu'Élise ne puisse répondre, des cris retentirent à l'extérieur. Ils émergèrent pour trouver les guerriers en position défensive, armes au poing. Au loin, un cavalier approchait à toute allure. Élise protégea ses yeux du soleil, essayant de distinguer la silhouette. À mesure qu'ils approchaient, son cœur cessa de battre. « Julien !» elle hurla, courant vers son mari. Julien tira sur les rênes, stoppant net sa monture, l'incrédulité peinte sur son visage épuisé. Il tomba pratiquement de sa selle, rattrapant Élise dans ses bras. « Élise, Dieu merci !» s'écria-t-il en la serrant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Je suis retourné à la cabane et je l'ai trouvée vide. Je te piste depuis des jours. »« Léo !» sanglota Élise. « Ils ont pris Léo !» Julien la tint à bout de bras, la confusion assombrissant ses traits. « Quoi ? Qui a pris Léo ? » ?»« Les pillards ! Pendant le blizzard, il a disparu de son berceau. Et maintenant, nous avons trouvé son hochet ici, dans une cachette. Et... » « Élise, » l'interrompit Julien d'une voix étrange. « Écoute-moi, Léo est en sécurité. » Elle le fixa sans comprendre. « Quoi ? » « Léo est sauf, répéta-t-il.
Il est chez Madame Perrault, au village. » Élise sentit le monde basculer sous ses pieds. Ce n'est pas possible, il était dans son berceau. Le vent a ouvert la porte et il a disparu. Julien la guida pour qu'elle s'assoie sur un rocher proche. Quand j'ai atteint la ville, la tempête était trop dangereuse pour revenir immédiatement. Le temps que le ciel se dégage assez pour voyager, des rumeurs de pillards circulaient. Je ne voulais pas risquer de ramener Léo à travers ce danger. Alors je l'ai laissé aux soins de Madame Perrault et je suis venu seul pour vous mettre en sécurité, toi et lui. « Mais c'est impossible, insista Élise. Si Léo était avec toi, alors à qui appartient cette couverture que l'enfant a trouvée près de la rivière ?» Elle désigna la petite fille autochtone qui serrait toujours le tissu bleu. Julien regarda la couverture, puis reporta son attention sur Élise avec des yeux empreints de douceur. « Ce n'est pas la couverture de Léo, Élise. »« Bien sûr que si. Regarde les étoiles dans les coins, la broderie de ta mère. » Julien prit la couverture des mains de Sora, qui la lâcha à contre-cœur. Il la retourna, montrant à Élise l'envers du tissu où aucune étoile n'était visible. « La couverture de Léo avait des étoiles des deux côtés, dit-il doucement. Celle-ci est similaire, mais ce n'est pas la même. » Élise fixa le tissu, puis Sora, puis de nouveau le tissu. Comment n'avait-elle pas remarqué? Le motif était proche, mais pas identique. Le bleu était une nuance plus sombre, le tissage légèrement différent. « Mais le hochet » protesta-t-elle faiblement en levant le petit jouet de bois. Julien le prit, l'examinant de près. « Ce n'est pas celui de Léo non plus. C'est fait main, mais pas par moi. » Il regarda Makwa. « Votre peuple fabrique ceci, n'est-ce pas ?» Makwa hocha lentement la tête. « Beaucoup d'enfants ont de tels jouets. » La vérité frappa Élise de plein fouet, avec une force écrasante. Il n'y avait eu aucun indice miraculeux, aucune piste à suivre. Son chagrin et son épuisement l'avaient conduite à voir des liens qui n'existaient pas, à construire un espoir sur rien d'autre que des illusions. Elle s'affaissa dans la neige, submergée par des émotions contradictoires. Le soulagement immense de savoir Léo en sécurité, la honte de son erreur, et la gratitude envers ces gens qui avaient risqué leur vie pour l'aider sur la foi de son délire. Aven s'agenouilla près d'elle, parlant doucement à Sora. La petite fille s'approcha d'Élise et reprit délicatement la couverture et le hochet. « Je ne comprends pas, dit Élise. Si ce n'était pas à Léo, pourquoi Sora les gardait elle si précieusement ?» Avoine hésita avant de répondre. « Ils appartenaient à son petit frère. Il est mort dans la même attaque qui a emporté sa mère. » Élise regarda l'enfant solennel avec une compréhension nouvelle. Sora n'avait pas aidé Élise à trouver son fils. Elle cherchait simplement du réconfort dans des objets familiers qui lui rappelaient sa propre famille perdue. Julien aida Élise à se relever. « Nous devrions partir bientôt, ce n'est pas sûr ici. » Élise acquiesça puis se tourna vers Makwa et les autres. « Comment pourrais-je jamais vous remercier? Vous vous êtes mis en danger pour l'enfant d'une étrangère. » Le guerrier inclina légèrement la tête. « Nous ne sommes pas si différents, vous et moi. Nous protégeons tous deux ce qui nous est précieux. » Alors qu'il se préparait à partir, Sora s'approcha d'Élise une dernière fois. Elle tendit le cheval de bois qu'elle lui avait donné la veille. « Elle veut que vous le gardiez, » traduisit Awen, « pour protéger votre fils. » Élise accepta le présent, puis, dans un élan impulsif, serra l'enfant dans ses bras. « Merci, Sora. » Ils se séparèrent à l'orée de la vallée, Julien et Élise se dirigeant vers la ville, le groupe retournant vers leur campement. Tandis qu'ils chevauchaient, Élise raconta à Julien tout ce qui s'était passé depuis le blizzard. « Ils auraient pu me laisser mourir dans la neige, » conclut-elle. « Au lieu de cela, ils ont montré plus de bonté que beaucoup de nos propres gens ne l'auraient fait. » Julien hocha la tête, pensif. « Peut-être que lorsque ces troubles avec les pillards seront terminés, nous pourrons établir un commerce équitable avec eux. Montrer à nos voisins que tous les colons ne viennent pas pour prendre. » Élise s'appuya contre le dos de son mari, l'épuisement la rattrapant enfin. Dans sa poche, elle sentit le petit cheval de bois que Sora lui avait donné. Il avait été destiné à l'aider à trouver son fils, et d'une certaine manière, il l'avait fait. Pas par magie, mais en la reliant à des gens qui l'avaient aidé à survivre assez longtemps pour apprendre la vérité. Alors qu'il franchissait une colline, la petite ville frontalière apparut au loin. Quelque part là-bas, Léo l'attendait, au chaud et en sécurité. Élise ferma les yeux, offrant une prière silencieuse de remerciement pour la sécurité de son fils, pour le retour de son mari et pour la gentillesse inattendue d'étrangers devenus bien plus que cela.
Peut-être, pensa-t-elle alors qu'il descendait vers la ville, que cette terre rude ne devait pas forcément diviser les hommes. Peut-être qu'à l'image du petit cheval de bois dans sa poche, elle pouvait au contraire devenir ce qui les reliait.